Nous sommes le 29 janvier 2023 et c'est une newsletter que j'ai intitulée « L'argent est magique ». Alors êtes-vous capable de définir ce qu'est la magie ou ce qu'est la sorcellerie ? Et quel rapport l'argent peut-il avoir avec l'idée de magie ? Eh bien, je fais référence à une célèbre formule employée par Emmanuel Macron à l'adresse de certains membres du CHU de Rouen lors de sa visite le 5 avril 2018. Le président Emmanuel Macron avait déclaré « Il n'y a pas d'argent magique ». Alors c'est une phrase que le président Macron a répétée le 9 juin 2022 lors d'un déplacement à Gaillac dans le Tarn à l'adresse de ses concurrents Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'un des épigones du président, Clément Beaune, qui est ministre délégué chargé des Transports, l'avait déjà répété dans une interview donnée au Nouvel Obs le 12 avril 2022. Alors d'où vient cette idée, ce mantra, cette formule magique, c'est le cas de le dire, pour contrer les demandes de financement qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas satisfaire ? D'abord, qu'est-ce que la magie ? Si la magie est utilisée aujourd'hui comme repoussoir dans la formule que nous avons citée, il n'en a pas toujours été le cas dans l'histoire des sociétés, notamment des sociétés anciennes. Pour définir la magie, nous pouvons nous tourner vers le célèbre sociologue Marcel Mauss, qui travailla à un ouvrage inachevé intitulé « La prière » et qui date, en tout cas pour sa rédaction, de 1909. Selon Marcel Mauss, il y a une différence entre un rituel magique et un rituel religieux. Tout dépend des forces qui sont en jeu dans le rite. En effet, si les forces responsables de l'action résident dans le rite lui-même, alors le rite est magique. Dans ce cas, le rite se suffit à lui-même. Par exemple, un sorcier qui produit la pluie et le vent par des paroles incantatoires. Autre exemple de rituel magique, si un sorcier ou une sorcière veut arrêter la course du soleil en plaçant une pierre à une certaine hauteur dans un arbre. Donc ça, c'est la magie. De l'autre côté, si l'effet du rite dépend non seulement de la force du rituel, mais aussi de forces qui lui sont extérieures et qui sont convoquées par le rite, alors le rite est religieux. En effet, dans ce cas, le rite ne peut pas agir tout seul. Il a besoin de forces sacrées ou religieuses. Il a besoin de Dieu, il a besoin de certaines âmes, d'êtres spirituels, de principes divins pour l'aider. Le rite agit sur ces forces divines ou surnaturelles et ces forces elles-mêmes agissent pour produire un effet. Je prends un exemple célèbre. Quand dans la Bible, Josué invoque Dieu pour arrêter la course du soleil. Ce n'est pas Josué qui arrête la course du soleil, ce n'est pas même sa prière, c'est l'intervention de Dieu qui répond à la prière de Josué. On est donc dans un cas de rituel religieux. Évidemment, la distinction entre magie et religion n'est pas toujours aussi nette et aussi tranchée, nous dit Mauss. D'abord, la magie et la religion fonctionnent toutes les deux par des rites, par des cérémonies, par des formules traditionnelles. Tout ça fait que magie et religion ont une certaine parenté. Ensuite, il existe toute une gamme de formes intermédiaires entre la magie et la religion. Par exemple, on exerce des actions rituelles quasi magiques lors d'un exorcisme. La magie n'est donc pas complètement extérieure au phénomène religieux. Toutefois, les rites religieux ont bien une spécificité. Ils ne concernent que des forces sacrées. Ajoutons enfin une précision qui nous vient des ethnologues anglais cette fois. Ils font une distinction entre deux types d'actes magiques. C'est une distinction qui a été introduite par Evans Pritchard, j'appelle son nom, Evans, E-V-A-N-S, Pritchard, P-R-I-T-C-H-A-R-D. Pritchard a fait une célèbre distinction dans son ouvrage Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azende, qu'on pourrait traduire par sorcellerie, oracle et magique parmi les Azendés. C'est un ouvrage qui est apparu à Oxford en 1937. Alors Evans Pritchard distingue entre deux types de magie ou de sorcellerie, si l'on peut dire. Sorcery, donc c'est un mot anglais, S-O-R-C-E-R-Y. Sorcery, c'est la magie instrumentale qui repose sur l'usage de certains outils. Ça peut être des drogues, ça peut être des rituels, ça peut être des incantations. De l'autre côté, on a witchcraft. Alors witchcraft, c'est la magie qui agit sans l'aide d'un support matériel ou même sans incantation. C'est un acte purement psychique, une sorte d'intention qui est liée au pouvoir propre du sorcier ou de la sorcière. Alors voilà pour la définition de la magie, on sait un peu plus de quoi on parle. Je passe maintenant au danger de la magie, à cette forme de magie toute spécifique qu'on appelle la sorcellerie. Alors c'est vrai que si on en reste aux définitions que j'ai données tout à l'heure, la magie reste un petit peu vague et en apparence inoffensive. Pourtant, elle prend un aspect inquiétant et difficile à appréhender. C'est le thème du livre célèbre de l'ethnologue française Jeanne Favret-Saada, livre qui s'intitule « Les mots, la mort, les sorts ». Alors les sorts, c'est les, le pronom défini LES, et plus loin sort, SORTS. C'est un livre qui date de 1977.
Alors en effet, Favre Saada a étudié à la fin des années 1960 et au début des années 1970 la pratique de la sorcellerie dans la Mayenne. Que nous dit-elle? Pourquoi la sorcellerie existe-t-elle et pourquoi est-elle perçue comme dangereuse? Tout d'abord, la sorcellerie a une raison d'être tout à fait rationnelle. En effet, les paysans qui y recourent sont tout sauf incultes. La sorcellerie, c'est un mode de pensée, un ensemble de pratiques et de discours qui tentent de traiter de faits ou d'événements qui semblent échapper aux explications rationnelles ou naturelles. La sorcellerie renvoie à l'expérience de l'étrange, de l'apparente ou évidente anomalie. Et oui, tout d'un coup, il y a une étrange répétition du malheur ou de plusieurs malheurs de différentes formes qui s'abattent sur une même personne, sur une même famille, sur une même lignée. Il s'agit d'une série de mots qui sont impossibles à réduire à de simples coïncidences en apparence ou à de pures convergences accidentelles. Par exemple, dans le contexte paysan, on a une génisse qui meurt, une fausse couche, la maladie d'un enfant, des accidents, un mort dans la famille, etc. Tout part de l'idée que ces événements sont liés entre eux. Or, que propose la raison commune? Elle propose justement de dissocier ces événements. On a recours aux médecins pour la maladie humaine, on a recours aux vétérinaires pour les animaux, on a recours aux mécaniciens pour la panne de voiture. Mais s'il y a une série de malheurs, c'est qu'il y a bien une cause unique, une intention malveillante d'ordre magique. Le traitement séparé des malheurs ne résout pas aux yeux des croyants en la magie ce qui vient d'une cause originaire et unique. La fonction de la sorcellerie, c'est donc de pallier l'impuissance du rationnel. La sorcellerie n'est pas un discours qui s'appuie sur un défaut de rationalité de la part de ceux qui l'emploient, mais sur l'impression d'un défaut du discours rationnel concernant la réalité. Alors comment se présente l'exercice de la sorcellerie sur le terrain? Il s'agit de malédictions, de mauvais sorts. Bref, il s'agit d'actes de parole prononcés contre quelqu'un par une ensorceleuse ou un ensorceleur. Si le sort s'acharne contre nous, c'est qu'une parole maligne s'acharne contre nous. Favre Saada souligne que la parole dans la sorcellerie est censée être un pouvoir qui agit sur les corps, et pas simplement un moyen de communication ou d'information. Je cite un extrait de l'ouvrage de Jeanne Favre Saada, qui s'appelle Les mots, la mort, les sorts, et je cite un extrait du chapitre 1. En sorcellerie, l'acte, c'est le verbe. Je cite un autre extrait célèbre. En sorcellerie, la parole, c'est la guerre. On le voit, tout tourne autour de la malédiction, de la parole prononcée. La force des magiciens est supposée provenir d'autre chose que de leur simple recette, qu'il s'agisse de piquer un cœur de bœuf, de tordre des clous, de faire bouillir une marmite, etc. Cette force ne provient pas non plus du contenu précis de la formule incantatoire prononcée par le sorcier ou la sorcière. La force de la magie provient de la force intérieure au magicien. Les formules prononcées n'auraient pas de force si l'ensorceleur n'avait pas de force personnelle. Alors je tiens à vous rassurer toutefois, il est toujours possible de se faire désenvoûter. C'est ce que Jeanne Favre Saada raconte dans son livre, donc pas de crainte, pas de panique. Alors on a vu la définition de la magie. On vient de voir aussi la définition de la sorcellerie et le caractère dangereux d'une certaine forme de magie. Je passe maintenant au rapport entre la magie et les faits sociaux, puisque c'est de cela dont parle la formule prononcée par le président Emmanuel Macron. Tout cet univers de la magie semble effectivement, en première intention, bien éloigné de la vie contemporaine des Français et bien éloigné de l'argent. Toutefois, la magie ou la sorcellerie, on l'a vu, consiste à croire ou à agir sur des êtres invisibles et incorporels. En outre, la magie ou la sorcellerie passe souvent par la parole. Or, un penseur américain important qui s'appelle John c'est pour prononcer à l'anglaise le R, Searle, S-E-A-R-L-E, dans un livre qui s'appelle La construction de la réalité sociale, nous rappelle que certains faits de notre vie n'existent que par la parole. En effet, certains faits n'existent que s'ils sont nommés. Par exemple, si je vous dis « Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier 2023 », cet énoncé ne renvoie pas à une réalité naturelle, à une chose, à un événement, à un fait qui existerait indépendamment de notre société ou de notre langage. Ce fait, être le 20 janvier 2023, dépend de l'existence des nombres, en tout cas du fait que nous concevons des nombres dans notre esprit, c'est-à-dire qu'il dépend de symboles et donc de notre langage. Ce qui existe à l'extérieur de nous, ce sont simplement les jours et les nuits qui se succèdent. Le 20 janvier 2023 n'existe pas d'un point de vue strictement naturel. Il faut tout un système de décompte des années, avec un point de départ, avec une année 0, pour que le fait vendredi 20 janvier existe. Il y a donc des faits qui nécessitent l'existence du langage et qui ne pourraient pas exister sans le langage. Or, vous vous souvenez, la magie repose principalement sur l'usage incantatoire du langage. Venons-en maintenant à l'argent, qui est supposé n'être pas magique. Alors l'argent métal, évidemment, est un fait physique qu'on extrait des mines, et ça n'est pas un fait magique. En revanche, l'argent imprimé, c'est une création symbolique de valeur qui repose sur la confiance, ou plutôt sur la croyance. Vous me voyez venir, il y a forcément avec la croyance
un parallèle avec la magie. Par exemple, un billet de banque n'a de valeur que si vous faites confiance, si vous croyez, si vous voulez, au symbole qui est apposé sur ce billet. 5 euros, 10 euros, 20 euros. C'est-à-dire si vous faites confiance au sein d'un système d'échange à l'État qui a émis ce billet. La phrase « ceci est un billet de 5 euros » est un fait qui dépend d'une institution, d'une croyance collective dans les symboles. Un papier est marqué d'un symbole qui lui donne, dans une société donnée et à un instant donné, une valeur d'échange donnée. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que le langage est une création de réalité. Les mots ne servent pas seulement à désigner les choses qui leur préexistent, les mots servent à créer des faits. Je cite une phrase du célèbre banquier américain JP Morgan qui avait formulé les choses à sa façon. Il avait dit « Gold is money, everything else is credit ». Je traduis « Seul l'or est de la monnaie, tout le reste n'est que du crédit ». C'est une phrase qu'il aurait prononcée en 1912. Donc on voit bien que toute la valeur de l'argent imprimé repose sur de la confiance qui n'est finalement qu'une question de croyance et sur un usage du langage qui, s'il n'est pas incantatoire, a quelque chose à voir avec la magie. En effet, rien de plus magique que l'argent imprimé. D'autant qu'en imprimant des billets, ce que les Américains appellent quantitative easing, on croit produire de la valeur. Une valeur qui repose sur de la croyance, une croyance collective et sur un usage symbolique incantatoire du langage. N'est-ce pas de la magie? Merci de votre attention, bonne journée ou bonne soirée.